La Joss Radio. Kémon Joss. La Joss Radio. Chap chap. Jusqu'à la gare. Allons-y. Chap chap. C'est pour aujourd'hui. Jusqu'à la gare. Allons-y. Chap chap. Et c'est pour demain. Jusqu'à la gare, man, tu grappes ou tu chibas? Tu grappes ou tu chibas. La Joss Radio. C'est pour toi, c'est pour moi. C'est pour nous. La Joss Radio. La voix des jeunes du bois. Vous écoutez quoi? La Joss Radio. Vous écoutez quoi? La Joss Radio. C'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous. Je vous remercie d'être venus pour cette production spéciale qui ne sera pas présentée par moi, Dieu merci, mais par des jeunes que je vais annoncer tour à tour. La première, d'accoutumée, fait autre chose que ce qu'elle fera aujourd'hui. Elle fait du skateboard. Mais ce soir spécialement, ou alors ce jour spécialement, elle a décidé d'être animatrice à la Joss Radio. Est-ce qu'on peut applaudir pour Stéphine? Alors, après Stéphine, j'annonce sur la scène, sur le plateau, un autre jeune. Au quotidien, il s'exerce au cinéma, il s'exerce au DJing, mais aujourd'hui, spécialement, pour la Joss Radio, il est animateur. Est-ce qu'on peut applaudir pour Laurent, s'il vous plaît? La Joss Radio. Kémon Joss. La Joss Radio. Chap chap. Jusqu'à la gare. Allons-y. Chap chap. C'est pour aujourd'hui. Jusqu'à la gare. Allons-y. Chap chap. Alors, j'appelle sur la scène également un rider pour ceux qui ont l'habitude du BMX et du skateboard. Il s'appelle Martial. Au quotidien, il fait du skateboard, mais aujourd'hui, spécialement pour la Joss Radio, il est animateur. On peut l'encourager également. La Joss Radio. C'est pour toi, c'est pour moi, C'est pour nous. Alors, j'appelle celle qui va conduire notre train ou alors notre engin ce jour. C'est une jeune dame qui étudie le management et qui s'exerce également au DJing, tout comme Laurent. Et je précise que les deux ont été formés dans le cadre du programme Boa Jeunes Créatifs en DJing. Et Naomi, ce jour, va conduire notre train. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Alors, chap chap, j'accueille le dernier, celui qui va clôturer la boucle de nos intervenants. Il s'appelle Célestin et je vais vous surprendre. Son rêve le plus grand, c'est de travailler pour une chaîne française qu'on appelle TF1. Mais en attendant qu'il touche ce rêve, spécialement pour la Joss Radio, il est animateur ce jour. Est-ce qu'on peut applaudir pour Célestin? La Joss Radio. Kémon Joss. La Joss Radio. Chap chap. Jusqu'à la gare. Allons-y. Chap chap. C'est pour aujourd'hui. Jusqu'à la gare. Allons-y. Chap chap. Et c'est pour demain. Jusqu'à la gare, man, tu grappes ou tu chibas? Tu grappes ou tu chibas. La Joss Radio. C'est pour toi, c'est pour moi. C'est pour nous. La Joss Radio. La voix des jeunes du bois. Vous écoutez quoi? La Joss Radio. Vous écoutez quoi? La Joss Radio. C'est pour toi, c'est pour moi, C'est pour nous. Salut à tout le monde et bienvenue sur la Joss Radio. Pendant 1h30, nous vous embarquons pour un voyage radiophonique carburé par le thème « Tu dors, ta vie dort ». Notre balade sera marquée par plusieurs arrêts qui vont vous faire rire, par exemple comme notre fiction sonore qui raconte l'histoire d'un jeune Camerounais qui va poursuivre ses études en France. D'ailleurs, dans le public, nous avons quelques alumni qui vont nous raconter leur expérience de retour de Mbeng. Et durant cette émission, vous entendrez également des témoignages de jeunes entrepreneurs hors pair, par exemple un enfant de la rue qui finit grand cuisinier ou encore une femme en situation de handicap qui excelle dans le crochet. Nous aurons également un arrêt-débat durant lequel vous pourrez également donner vos avis sur le sujet « Comment rendre l'entrepreneuriat plus accessible à tous les jeunes ». Pour notre premier voyage, nous accueillons un jeune homme qui pense qu'il est possible de bâtir un empire à partir de 100 francs. Mais sérieusement, Célestin, C'est pas possible, c'est ce que tu allais me dire. Parce que oui, bien sûr que c'est possible, ça le serait encore plus si on y croyait.
L'idée peut faire sourire. Beaucoup d'entre vous me diront sans doute que ce que je raconte n'est qu'une anecdote sans grand intérêt. D'accord, je vous l'accorde, vous avez raison. Enfin, je plaisante, vous avez tous tort. Car si on y réfléchissait sérieusement, on comprendrait comment un simple vendeur de Bitacola qui vend son produit 100 francs l'unité arrive à atteindre un certain objectif jusqu'à, entendez bien, créer et faire grandir toute une entreprise de transformation de Bitacola en jus naturel. Prenons un autre exemple, toujours aussi parlant. Chacun de nos vendeurs, chaque Bayam Salam dans nos marchés a ses codes, sa façon d'appeler le client, parfois avec un langage qui varie en fonction de la zone géographique du marché, parfois aussi et surtout avec un dialogue méta devenu le quotidien de plusieurs d'entre nous en utilisant des mots tirés des réseaux sociaux. Je prends un exemple que j'ai entendu hier, une Bayam prononcer au marché Etoudi. Bâton Solar, bâton Solar, bâton Android au goût WhatsApp, bâton WapClick au goût YouTube. Normalement, vous devez rire ou applaudir. C'est clair, non? Et vous pouvez aussi répondre, parce que c'est ce qu'on appelle de la stratégie. Elle utilise le marché, crée sa propre publicité, et si son bâton est vraiment de bonne qualité, elle arrive à fidéliser sa clientèle. En fait, chacune de ces initiatives est hautement stratégique, digne des plus grands cabinets de conseil. Alors, bien sûr, vous allez encore me dire que ce n'est pas un modèle parfait, il y a des difficultés, mais soyons francs. Nos rues, nos marchés, nos quartiers sont l'expression même d'une importante ingéniosité humaine. Regardons autour de nous, on a tous déjà croisé un vendeur à la sauvette avec son propre circuit de distribution. Un petit calcul s'impose et on se rend compte que le vendeur de Bitacola, par exemple, avec une vente de 100 francs à l'unité, peut atteindre un revenu de 10 000 francs par jour, soit près de 310 000 par mois et près de 3 millions par an. C'est cool. Et pourtant, on les sous-estime. On les sous-estime. Alors que c'est en fait toute une économie à part entière qui prend forme et se développe sur nos yeux, quand nous attendons d'avoir le million avant de nous lancer. Mais nous sommes quand même d'accord que du million à 100 francs, c'est quand même très loin. Alors, bah oui, clairement, mais si finalement on arrive à se cotiser de l'argent, à travailler en équipe, ça peut faire quelque chose. D'ailleurs, il y a une citation qui revient dans ma tête quand je suis en train de vous expliquer tout cela. C'est celle de Claude Iciard. Il dit « S'unir pour bâtir, c'est grandir ensemble ». Écoutons et regardons ensemble toute la dimension derrière cette citation. Elle n'est pas si différente de la fameuse expression à la camerounaise « on est ensemble ». Alors, et si justement on se mettait en équipe pour créer nos propres opportunités, se cotiser 100 francs et atteindre 1 milliard pour vivre notre rêve du bois, pour vivre notre rêve à nous et puis apprendre à grandir ensemble une fois de plus pour éduquer les plus jeunes, pour qu'ils soient à leur tour prêts à s'affirmer et créer l'empire de notre économie commune. Ces métiers de la débrouille ont un pouvoir et nous montrent une chose. Là où il y a un besoin, il y a une opportunité, et là où il y a une volonté, il y a un chemin. Surtout lorsqu'on fait preuve de créativité et de résilience à toute épreuve. Merci. Merci beaucoup, Célestin. La Joss Radio. Jusqu'à la gare. Allons-y. Chap, chap. Jusqu'à la gare. Allons-y. La Joss Radio. C'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous. On comprend donc qu'il est possible de partir d'une activité qui peut sembler négligeable pour se construire et réussir dans la vie si l'on est armé de volonté et de persévérance. Et c'est sans aucun doute cette volonté et cette persévérance qui peuvent permettre l'émergence de nos entrepreneurs hors pair. N'est-ce pas, Laurent? Effectivement, Naomi, tu vois, on en a même des exemples de ces jeunes entrepreneurs, comme tu l'as dit, qui sont des entrepreneurs hors pair. Et parmi eux, nous avons Sodetou, qui est une jeune demoiselle en situation de handicap, mais qui malgré ça arrive à s'intégrer dans l'univers de la mode. Alors, à l'aide de son crochet, elle arrive à se créer des pièces uniques de vêtements et autres accessoires. Parmi nos entrepreneurs hors pair également, nous avons Ibrahim, qui lui est un jeune plein d'enthousiasme et de détermination. Il nous raconte sa réinsertion dans la société, de comment est-ce qu'il est passé d'enfant de la rue à cuisinier. C'est vraiment improbable. Et puis nous avons aussi Aladji, qui lui est un jeune entrepreneur qui s'est lancé dans le dépannage de téléphone. Il a pour mission, et il s'est donné pour mission, de donner une seconde vie au téléphone en panne. Et tout de suite,
Écoutons cet extrait de l'entretien avec nos entrepreneurs hors pair. La Joss Radio. Kémon Joss. La Joss Radio. Chap chap. Jusqu'à la gare. Allons-y. Chap chap. C'est pour aujourd'hui. Jusqu'à la gare. Allons-y. Chap chap. Et c'est pour demain. Jusqu'à la gare, man. Tu grappes ou tu chibas? Tu grappes. Je m'appelle Méfire Mbombo Sodeto et je suis créatrice de mode, notamment dans le domaine du crochet. Je fais du crochet à la main depuis quelques années et je suis une jeune entrepreneur de 27 ans. La discrimination, les moqueries ne manquent pas vu ma situation de handicap. Comme j'étais chez ma grande sœur, je lui ai demandé de m'acheter quelques bobines pour que je puisse faire du crochet et sortir un peu de la routine, laisser les écrans et tout. Et quand elle a ramené les crochets, c'est comme ça que je suis allée sur YouTube, regarder des tutoriels et commencer à reproduire ce que je voyais sur YouTube. Et là, le but, c'était juste de faire comme ça, en fait, pour ne plus trop m'ennuyer à la maison. Mais sauf qu'après l'avoir fait, je me rappelle quand j'ai fait la première chaussure. C'était ma première fois de faire une chaussure pour bébé. J'ai juste filmé parce que j'étais satisfaite du résultat. J'ai posté sur mon statut, juste comme ça, parce que j'étais fière du résultat. Les contacts ont commencé à demander, mais qui fait ça? Tu vends à combien et tout? Et là, je me suis dit, tiens, donc je peux faire ça pour gagner de l'argent. J'ai dit que c'était moi. Ils étaient prêts à... D'autres ont passé des commandes et c'est comme ça que c'est parti. Ce que je dirais à toutes les personnes, hommes comme femmes, même aptes, qui ne sont pas handicapés, c'est de s'assumer, de s'accepter tels qu'ils sont. Je pense que chaque personne sur cette terre a un potentiel. Donc, chaque personne doit mettre ses potentiels en valeur et trouver sa voie, puis foncer, tout simplement. Bonjour, je m'appelle Ibrahima Oumaou, j'ai 21 ans, je suis un commerçant. Je me suis retrouvé dans la rue parce que, en fait, un jeudi 2017, je devais composer l'enquête en 6e. Mon père m'avait dit si je réussis ou pas, je devais faire la formation de garage. Je n'étais pas avec ça. Je voulais être un électricien. Il pensait que je blaguais. Il m'a donné l'argent de transport et l'argent que je vais manger pour aller composer. Et j'ai pris l'argent et payé le transport avec pour arriver à Garomblay. Puis mon ami m'a demandé qu'on vienne voir Yaoundé. On a pris la voiture. Garomblay pour Bertois et Bertois pour Yaoundé. Quand on s'est retrouvé à Yaoundé, on s'est mis à marcher, du coup, on s'est baladé. On connaissait seulement là où on partait quand on vient à Yaoundé, poste central. J'ai fait 4 ans d'abord avant de raconter une personne. Il s'appelle Yannick et il est le président des enfants de la rue. Yannick, lui, m'a aidé en commençant d'abord de m'enlever dans la rue et m'amener au quartier. Après, nous a parlé que l'Institut français a un projet avec nous. Je suis intéressé. Il va voir comment faire pour me mettre dedans. Il m'a parlé de la formation. Il y a la cuisine, il y a la coiffure. Moi, j'ai dit que je vais faire la cuisine. En commençant d'abord, on a fait 10 jours au centre social. On partait là, on faisait seulement les causeries éducatives pendant 10 jours. La première formation, c'est d'abord à l'université de Ban. La deuxième formation, c'est à l'hôtel de ville. Je fais des omelettes, je fais des sautés viande, sautés sardines, avec les frites de pommes, les frites de plantain avec le poisson poêle. On peut manger de 7h30 à 11h. Il y a un monsieur là, la première fois qu'il est venu manger, il était pressé, il a quand même attendu beaucoup, il a mangé. Le lendemain, il est revenu encore, il a mangé. Quand il est encore revenu, il est revenu avec d'autres personnes. Ils ont mangé, ils ont encore passé la commande, emporté et parti avec. Et c'est presque là, tous les jours, la même chose, sauf le samedi. Je me suis senti en voyant tout ça comme une personne qui a soif et on lui donne l'eau glacée. Pour l'avenir, je me vois dans 2 ou 5 ans avoir un grand restaurant.
Je m'appelle Aladji Sena Bakashi. Je suis né à Blangwa en 2003. J'ai 22 ans. C'est mon frère qui m'a appris pour arranger le téléphone. Quand il sort, il vient en machine, moi, mais dessus. En venant, on revient ensemble. Quand il arrange, il m'assoit à côté de lui, je vois qu'il me dit fais comme ça, moi-même. Il m'utilisait ça, c'est là que j'ai appris pour arranger le téléphone. Quand j'ai arrangé le téléphone, parfois il y a le jour qu'il rentre avec 5 000, il y a le jour qu'il rentre avec 10 000, même 50 000, ça dépend le jour, ça dépend. Il rentre avec, je cotise mon argent. Quand ça arrive à même 700, 600 000, j'envoie là-bas au village, j'ai acheté sur le terrain. J'ai choisi ma femme, elle s'appelle Agiatou. Elle a doté avec l'argent de la dépannage. Maintenant, il reste pour mariage, pour partir faire le mariage. Et actuellement, maintenant, la mère cotise plus que 700 000. Donc, 3 ans, quand même, j'ai mis dans ma tête quand il y avait une grande boutique pour vendre le téléphone seulement, pour avoir beaucoup d'argent. La Joss Radio, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous. Alors, c'était un extrait du podcast qui sera très bientôt disponible. Et justement, dans le public, nous avons un de nos entrepreneurs hors pair. Coucou Ibrahim. Bonjour. Comment est-ce que tu vas? Je vais bien. Ok. Quel conseil tu pourrais donner à un jeune qui se dit que l'entrepreneuriat ne peut pas changer sa vie? Un jeune qui dit l'entrepreneuriat ne peut pas changer sa vie, c'est celui qui croit il n'a pas la foi. Par exemple, tu peux dire, moi je crois, je connais que ma place est réservée au paradis. Non, même le diable croit aussi en Dieu. Donc, quand il te dit que, en fait, tout d'abord demande de la persévérance. Quand tu persévères, c'est personnel. Tu ne persévères pas avec une personne, mais quand tu réussis, tu vas avoir beaucoup de gens autour de toi. Donc, celui qui dit que ça ne peut pas lui aider, il croit, il manque de la foi. Donc tout ce qu'il peut lui demander, c'est de persévérer et le travail d'abord demande beaucoup de soutien. Donc ça peut être qu'il n'a pas le soutien, qui dit que ça ne peut pas lui aider, ou bien il a le soutien, mais il n'a pas la volonté. Il n'a pas la volonté, tout simplement. Ok, merci beaucoup Ibrahim pour ce très beau message. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et vos applaudissements me font très chaud au cœur parce que ça veut dire qu'on est ensemble. Et d'ailleurs, l'expression « on est ensemble » me rappelle quelque chose, n'est-ce pas Laurent? Bien sûr, Naomi, on est ensemble est l'expression préférée de l'ancien ambassadeur de la France au Cameroun, son Excellence Thierry Marchand, qui d'ailleurs nous a accordé un entretien, une interview décalée, dont nous allons écouter l'extrait à présent. Ok, et je précise que le nouvel ambassadeur de France, c'est son Excellence, Monsieur Sylvain Riquier, qui d'ailleurs va participer à ce même exercice très bientôt. L'interview décalée. L'interview décalée. L'interview décalée. Toute ma vie, en fait, j'ai constaté la même chose. C'est que quelqu'un qui veut faire quelque chose, il va avoir contre lui les gens qui voulaient faire la même chose mais qui n'ont pas eu l'audace de le faire. Il va avoir contre lui les gens qui veulent faire l'inverse de ce qu'il veut faire. Et il va avoir contre lui tous les gens qui veulent que rien ne se passe. C'est une vérité de vie. Et donc, ça peut soit démotiver, désamorcer, faire douter, rendre l'action stérile. Alors qu'en réalité, quand on a bien compris ça, ça doit au contraire forcer la détermination qu'on a à faire changer les choses. Il faut avoir confiance en soi, il faut avoir confiance dans son aptitude à changer les choses. Peut-être modestement, simplement autour de soi, mais c'est déjà énorme. Et donc, voilà, le message que je dis aux gens, c'est ne doutez jamais. Ne doutez jamais de vous. Moi, je ne doute pas de moi. Je ne doute pas de la relation entre la France et le Cameroun. Je ne doute pas de la vie qui va venir entre le continent africain et le continent européen comme une évidence. Je ne doute pas. Est-ce que je me trompe? Peut-être. En tous les cas, ma conviction, elle est forte. Et j'essaierai de faire preuve au maximum, toujours de la même détermination pour essayer de pousser le plus loin possible ce à quoi je crois. Monsieur l'ambassadeur, s'il fallait résumer votre pays d'affectation, le Cameroun,
en une phrase, en un proverbe ou une chanson locale, que diriez-vous? On est ensemble. Moi, c'est une phrase qu'au départ, je n'ai pas compris. Parce que je pensais que c'était une phrase qui signifiait précisément ce qu'elle signifiait. On est ensemble. Mais j'ai commencé à comprendre progressivement que pour un Camerounais, on est ensemble, ça veut dire quelque chose. Et donc, moi, je retiens de mon exercice ici cette phrase. Parce que elle dit beaucoup plus que les 3 mots qui résument cette phrase. Voilà. On est ensemble, ça veut dire on n'est pas seulement ensemble maintenant. Ça veut dire qu'on est ensemble depuis longtemps et qu'on va être ensemble encore pendant longtemps. Et être ensemble, c'est pas simplement discuter, c'est aussi partager, c'est aussi manger ensemble, c'est aussi vivre ensemble, c'est aussi s'affronter ensemble, ne pas être d'accord ensemble. Mais on est ensemble pour tout. Et ça, je pense que c'est bien. Et c'est une formule que j'aime bien. Dans le vocabulaire camerounais, on est ensemble. La Joss Radio, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous. On est ensemble depuis longtemps, comme l'a dit l'ex-ambassadeur de France. Alors Laurent, qu'est-ce que tu as le plus aimé durant cette interview décalée? Alors pour moi, cette interview est vraiment particulière. Et d'ailleurs, j'ai écouté cette interview plusieurs fois. Naomi, et à chaque fois que j'écoutais cette interview, je retenais la même leçon toujours. Vous avez écouté au début, l'ambassadeur nous dit que lorsqu'on veut se lancer dans l'activité, dans une activité quelconque, au début, on aura toujours des personnes qui sont contre nos idées ou on aura des personnes qui veulent que rien ne se passe. C'est une réalité de vie et je pense que l'ancien ambassadeur, voulait que tous les jeunes ne baissent jamais les bras, qu'ils gardent toujours leur mentalité motivateur au top. Et je pense que c'est aussi un très bon message pour nos jeunes entrepreneurs et ceux qui aspirent à être entrepreneurs aussi. Et je tiens à préciser que l'interview est déjà disponible en intégralité sur la chaîne YouTube de l'ambassade de l'Institut français du Cameroun. La Joss Radio. Jusqu'à la gare. Allons-y, chap chap. Jusqu'à la gare, allons-y, chap chap. La Joss Radio, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous. La Joss Radio, la voix des jeunes du Boa. On est ensemble, je n'en doute plus, et je me demande si les jeunes se sentent plus efficaces en travaillant ensemble ou alors tout seuls. Notre équipe a interrogé quelques jeunes dans la rue sur cette question dans le micro-trottoir. Le micro-trottoir. Le micro-trottoir. Jusqu'à la gare. Allons-y. Alors, pour la réalisation d'un projet, préférez-vous avancer rapidement seul ou prendre le temps de construire quelque chose de durable avec d'autres personnes? Déjà, je pense que travailler avec des gens, c'est une bonne initiative. En travaillant avec plusieurs personnes dans un projet, le projet est plus prolifique et durable. Donc, j'élimine le fait de travailler seul dans un projet. Ça ne t'avance à rien. Déjà, en travaillant avec d'autres personnes, tu as plus d'idées dans le projet parce que quand tu travailles avec plusieurs personnes, chacun peut donner son idée et ça aide à avancer pour une durée indéterminée en fait. Donc, c'est ça. C'est mieux de commencer seul. Et maintenant, une fois qu'on connaît les aléas du projet qu'on a engagé, on peut maintenant recruter les gens parce que ensemble, oui, on peut réaliser beaucoup de choses. Mais quand tu commences seul, tu connais. Si ton collaborateur vient te dire que j'ai une difficulté, tu vas comprendre ça parce que tu es passé par certaines choses. Ça va dépendre de la personne qui initie le projet. Vous voyez un peu? Parce qu'il y a des projets qui ne demandent pas à ce qu'on y mette trop de réflexion. Et pour ce faire alors, il faudrait travailler soi-même pour comprendre d'abord les bases de ce que tu veux faire. Et c'est à partir des bases de ce que tu veux faire que tu pourras savoir, autant pour moi, si tu pourrais concerter certaines personnes pour que vous puissiez réfléchir ensemble sur le projet. Lorsque vous êtes peut-être seul, c'est un peu compliqué en fait. Parce qu'il y aura d'abord un souci de financement. Il y aura un problème d'organisation en fait. Or, quand vous êtes ensemble, les gens vont te donner d'idées de part et d'autre. Et puis, lorsque les idées sortent, ça vous permet maintenant de mieux vous asseoir, de prendre cela en compte et de mûrir le projet ensemble. Puis, ça vous permet, n'est-ce pas, d'avancer. Moi, je suis pour
y aller seul. Ça, c'est de prime abord. Mais maintenant, si je veux aller plus vite et plus loin, autant mieux m'encourager, sinon m'entourer de personnes qui sont sincères, honnêtes et qui ont une même vision, sinon une vision commune à la mienne. Et si ce sont des personnes expertes, permettez-moi de vous dire qu'on va atteindre les sommets. Mon avis est un peu partagé. Je me justifie en fait. S'il faut travailler par exemple seul, on peut aller plus rapidement. Mais en écoutant l'avis des autres personnes pour avoir plus d'idées et c'est plus réfléchi. Travailler aussi en groupe. Si par exemple vous êtes en train de travailler et que chacun ne connaît pas en fait la pertinence du projet, combien il doit se donner à fond. Moi je trouve que parfois travailler en communauté, vous pouvez par exemple échouer dans un projet si effectivement les gens qui sont embarqués dans le projet ne connaissent pas où vous êtes en train d'aller. J'ai des projets, mais à moi seul, je ne peux pas réaliser ces projets. Pourquoi? Parce que l'opinion de quelqu'un compte. Surtout quand tu regardes quelqu'un qui a fait quelque chose de sa vie et toi, tu aimerais faire comme lui. Tu ne vas pas te dire que tu vas te lever comme ça, faire tout. Non, il faut l'opinion de quelqu'un pour essayer de comparaître, de voir est-ce que vraiment si toi tu étais vraiment sur le droit chemin ou bien c'était juste on peut dire comment, des rêves que tu te faisais, des science-fiction que tu te faisais en toi-même sans toutefois être réaliste. Tu vas tout faire en pensant que tout ce que tu fais est juste. Tu vas te dire que non, ce que tu as en tête là, c'est vraiment ça qui est la bonne idée. La Joss Radio, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous. Alors, ces avis ont été recueillis par notre équipe, Stéphine et Martial. Et d'ailleurs, j'aimerais connaître votre avis sur la question. Stéphine, s'il te plaît. Merci pour la question. Alors, pour ma part, je dirais que c'est mieux de travailler avec plusieurs personnes. Pourquoi? Parce que d'abord, ça aide à avoir plusieurs idées, avoir un plus grand fonds et ensemble bâtir et construire un business promoteur. Et toi, Martial? Moi, déjà, d'abord, je ne contredis pas ce que tu dis, mais pour mon point de vue, si moi, par exemple, j'ai réfléchi sur mon business et qu'il faille ajouter une autre personne, moi, les objectifs que moi, j'aurais voulu atteindre, si par exemple, si j'ai décidé de lancer mon projet et que toi, par exemple, par derrière, tu commences à travailler avec moi et toi et moi n'avons pas les mêmes objectifs, je ne pense pas que le business pourra être fructueux et nous pourrons avoir des revenus que moi je m'étais fait à la base. Ok, et si dans le public il y a aussi des gens qui voudraient donner leur avis, est-ce que vous préférez travailler seul ou avec quelqu'un? La parole est à qui veut la prendre. Eh bien bonjour, je suis Alan Baeten. Par rapport au fait de travailler seul ou avec une équipe, je pense que le contexte devrait être à voir où nous sommes déjà. Actuellement, se lancer seul dans un business, c'est beaucoup trop risqué. Peu importe là où tu veux t'orienter. Il y a des mesures qu'on peut supporter plus facilement à plusieurs. Quand on se lance dans une entreprise, si on décide qu'on va gérer la communication, le travail à la chaîne, la gestion de la logistique, etc., déjà on va se retrouver surmené et on va faire beaucoup d'erreurs, ce qui ne sera pas proliférique pour l'entreprise. Alors ce sera juste mon avis là. Alors bonjour, je m'appelle Sévi. Pour ma part, c'est important de commencer seul parce que en s'engageant avec d'autres personnes, ça attire plus de problèmes et plus de stress. Or, en tant qu'entrepreneur débutant, il vous faut un maximum de tranquillité d'esprit. Et cela passe par une maîtrise de son sujet, de son marché, des voies et moyens pour la communication et pour la vente de son produit. Et pour cela, il ne faut pas s'encombrer avec des détails parce que les autres auront toujours un mot à dire contraire à ta pensée. Ils pourront te mettre les bâtons dans le roues, même sans le savoir. Ils pourront dire des choses qui pourront te vexer ou bien te faire, annuler le projet alors que tu y tiens beaucoup. Mais en grandissant, il faut forcément s'associer avec des gens parce que c'est comme ça qu'on fait grandir l'entreprise et c'est ainsi que naît une société. Voilà, c'est tout pour ma part. Il y a un autre avis dans le public. Bonjour, je suis Chancelant. Je pense que pour des projets,
il serait important de toujours se mettre ensemble. On peut avoir l'idée, mais on n'a pas tout le background nécessaire pour pouvoir mener à bien l'idée. Je pense que dans ce travail ensemble-là, il faudrait qu'on sache l'apport de chacun. Généralement, c'est parce qu'on se met ensemble sans savoir ce que chacun peut apporter dans un projet. Si on se met ensemble, on sait ce que chacun peut apporter, je pense que le projet peut évoluer sans rencontrer de difficultés. Généralement, c'est quand on a un projet, on ramasse tout, n'importe qui comme ça, mais au fur et à mesure, on se rend compte, en fait, et on a mis des gens dans le projet, mais ils n'avaient pas vraiment un grand rôle à jouer. Donc je pense que si on veut travailler ensemble, il faudrait que ce soit un groupe où chacun doit apporter une expertise précise. Et c'est dans ce sens que je pense que le projet peut avancer. Et même lorsqu'on est en groupe, il y a aussi les questions d'organisation. Qui sera le leader, par exemple? Et les autres vont passer aussi généralement dans le travail ensemble. Et aussi la question de leadership qui peut se poser. Donc, il faudrait qu'on balise tous ces éléments-là, tous ces pesanteurs qui peuvent souvent amoindrir l'ampleur d'un projet. Voilà ce que je pense vis-à-vis de votre question. Merci. Ok, merci. On va prendre un dernier avis. Merci, bonjour. Moi, c'est Denzel. Juste pour rebondir sur ce qui a été dit, je vais rebondir avec un petit proverbe qui dit « Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin ». Donc moi, je pense que c'est important de se lancer dans une activité avec des personnes qui vont porter l'activité ensemble et aller plus loin. Merci. La Joss Radio. Jusqu'à la gare. Allons-y, chap chap. Jusqu'à la gare. Allons-y, chap chap. La Joss Radio. C'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous. La Joss Radio, la voix des jeunes du Boa. Ok, merci beaucoup pour vos interventions. Tout de suite, on va recevoir dans l'émission, sur le plateau Denzel, qui venait juste de prendre la parole d'ailleurs, un jeune Camerounais au parcours impressionnant qui nous dira comment son séjour ponctuel en France a changé sa vie depuis son retour. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Avant que Denzel ne prenne la parole, nous allons écouter dans un premier temps notre fiction sonore réalisée par l'équipe de la Joss Radio, dont le titre est Du Camer en Beng, l'aventure d'Awono en France. Qui t'a même envoyé? Le feuilleton radiophonique des jeunes du Mboa. La Joss Radio. Joss Radio. Le feuilleton radiophonique des jeunes du Mboa. Jusqu'à la gare. Allons-y. Qui t'a envoyé? Ça a cuit. Mesdames et messieurs, nous vous informons que le vol Air France 1234 à destination de Paris est prêt à partir. L'année commence bien pour la grande famille Baga, dans la localité d'Obala. Après un mois d'attente, l'un de ses descendants appelé Awono vient d'obtenir un visa pour poursuivre ses études en France. Le départ du vingtenaire Pumbeng est un moment chargé d'émotions et surtout d'espoir. Sa mère, Mabene, qui a dû l'encadrer toute seule après la mort de son père, est hantée par une seule idée, être témoin de la réussite de son fils Awono. Mon fils, concentre-toi sur tes études. Rends-moi encore plus fier. Elle écrase une larme d'espoir en voyant s'envoler son fils unique à bord de l'avion. Il est 5h du matin lorsque l'avion se pose à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Awono esquisse un large sourire en levant les yeux vers le ciel. Il sent qu'il se rapproche de son rêve. Il fait 11 degrés lorsqu'il descend de l'avion. Awono grelotte en promenant son regard dans la foule. Il est vite repéré par sa tante Thérèse, installée depuis une dizaine d'années en France. Awono, comment vas-tu? Et ton voyage, comment ça s'est passé? Je vais bien, Tata. Mince, le froid est toujours aussi violent ici. Tu vas t'y habituer, t'inquiète. Awono est escorté jusqu'à son domicile dans le 16e arrondissement de Paris. Dans ce grand quartier populeux, il remarque très vite que les voisins ne se fréquentent pas vraiment, ne jouent pas ensemble dans les rues, chacun est chez lui. Tout le contraire du Cameroun, se dit Awono. Et dans les restaurants très fréquentés, la plupart des clients prennent du café, un journal à la main. Ce qui est très différent des tournes d'eau au Cameroun, où les inconnus passent des heures à débattre comme des amis sur des sujets divers autour d'une bière. Après une semaine chez sa tante, Awono doit enfin rejoindre son logement réservé depuis le Cameroun pour débuter ses études. Un lit, une table,
un frigo presque vide. C'est sa nouvelle maison. Après des journées à manger des kebabs, des lentilles, du spaghetti, du riz et d'autres aliments à sa bourse, Awono étouffe. Il pense au ndolé, au héros, à l'okok et à la longue liste de repas épicés du Cameroun dont il est particulièrement gourmand. Il se rappelle alors du quartier de Château Rouge où sa tante faisait les courses. Elle ramenait toujours des variétés camerounaises. Awono décide de s'y rendre. Il parcourt les rues très ambiancées, les marchandises répandues sur des étals, les vendeurs qui hurlent pour attirer des clients. Awono croit un instant être au marché central d'Obala. Il continue son tourisme avec un sourire en coin, confiant qu'il pourra manger camerounais. Mon gars, tu veux du manioc? C'est 10 € seulement le tas. Awono s'arrête un moment, l'air pensif. 10 €? Attends, ça fait 6500 francs. Et toi aussi, mon frère, au Cameroun, tu as 3 sacs de manioc avec 6500 francs. Au Cameroun, rentre alors là-bas. Malgré son envie débordante, Awono n'achètera pas du manioc à 10 €. La Joss Radio. Jusqu'à la gare. Allons-y, chap chap. Jusqu'à la gare, allons-y, chap chap. La Joss Radio. C'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous. La Joss Radio, la voix des jeunes qui boivent. Ok, l'intégralité de la fiction sera très bientôt disponible sur la chaîne YouTube de l'Institut français du Cameroun. Comme je vous l'annonçais tout à l'heure, on a un invité, il s'appelle Denzel Tagne Fessi, il est âgé de 25 ans et grâce à la plateforme France Volontaire, il a séjourné de septembre 2023 à août 2024 à Aix-en-Provence, en France. Bonjour Denzel. Bonjour. Comment est-ce que tu vas? Je me porte très bien et vous-même? Ok, moi aussi je vais super bien. Est-ce que tu pourrais nous donner ton avis après avoir écouté la fiction? Alors, c'est très intéressant cette fiction parce que vous savez, quand on se lance dans un voyage, on a toujours des préjugés par rapport à l'endroit où on va, qu'est-ce que je m'avais rencontré, surtout quand c'est la première fois qu'on y va. Par exemple, moi dans mon cas, j'avais déjà des préjugés par rapport à la France en ce qui concerne les conditions climatiques et aussi l'environnement social. Et parce qu'il est important de soulever que beaucoup d'entre nous savons que le Cameroun, c'est une communauté assez communautariste. Or, la France, on a tendance à dire que ce sont les individualistes. Donc, chacun est renfermé chez lui et tout. Or, quand moi je vais en France, c'est vrai que je n'ai pas été surpris par le climat. Effectivement, les températures en France sont très extrêmes. Quand il fait froid, il fait vraiment froid. Et quand il fait chaud, pareil, il fait vraiment chaud. Par contre, là où j'étais assez émerveillé, c'est que dans la ville où je me trouvais, donc Aix-en-Provence, je n'ai pas vu les habitants de la ville d'Aix-en-Provence des personnes individualistes. Chacun était assez ouvert. Et encore dans les cafés comme la fiction le disait, je retrouvais des personnes qui s'asseyaient et animaient des débats. Et moi, ça me rappelait un peu chez moi, vous voyez un peu. Et voilà. Ok, d'accord. Et est-ce que tu as trouvé des similitudes entre ton expérience en France et ici au Cameroun? Bon, mon expérience en France était assez particulière parce que moi, je me suis entrepris dans un voyage solidaire dont je suis allé comme... pardon, le prénom, je l'oublie, mais vous l'avez si bien présenté. Je suis allé dans une mission solidaire, Naomi, merci, avec France Volontaire. Et moi, je travaillais dans une association qui s'occupe des personnes en situation de handicap. Donc, c'est différent parce que lui, il allait pour les études. Donc, il avait un contexte assez différent. Il était concentré sur les études. Moi, j'étais dans une mission solidaire. Et moi, j'avais du temps pour moi. C'est-à-dire que j'avais des conditions de travail, mais j'avais quand même du temps pour moi par rapport à l'étudiant qui va et fréquente, il cherche du travail et tout et tout. Mais la similitude, c'est qu'on se retrouvait dans un contexte social qui est complètement différent du nôtre, dans le Cameroun. On est arrivé je dirais, c'est comme une espèce d'océan où chacun de lui-même doit nager et regagner la côte. Voilà. Ok, d'accord. Et qu'est-ce que tu as le plus apprécié pendant ton séjour en France? Bon, moi, ce que j'ai le plus apprécié, ça va sembler assez bizarre, mais c'est la gastronomie française. J'imagine. Je soulève que c'est la meilleure au monde, pour ne pas flatter certains. Oui, et voilà.
On n'est pas d'accord. Ah, on nous demande où tu mets le coq, où. Mais bon, bref. Et quels ont été les défis les plus importants que tu as rencontrés là-bas en France? Il y a l'intégration. L'intégration qui n'a pas... Bien que je l'ai dit que c'était assez facile parce que je me retrouvais dans une ville où les gens sont sociables, mais c'est différent parce que tu arrives, tu es quand même face à des personnes qui sont totalement différentes de toi, qui ont une manière de penser différemment. Et aussi, le niveau de développement en France, bon, c'est assez développé, donc il faut s'adapter à comment prendre du métro, comment prendre du bus, comment faire ceci. Or, ici au Cameroun, c'est pas trop ça. C'est-à-dire que je me place en route. Donc, il y a ça où il a fallu que j'apprenne. C'était pas compliqué. Et pour une petite anecdote, je me suis retrouvé pour la première fois parce que quand j'arrive en France, je descends à Marseille, à Marignane. Donc, je devais me rendre à Paris pour une session de formation. Du coup, je prends le TGV pour la première fois. Et j'étais tout seul. Normalement, quelqu'un devait m'attendre à la gare, mais finalement, à la dernière minute, personne n'a pu se rendre disponible pour m'accompagner à la gare. Donc, du coup, j'ai fait ce trajet tout seul. J'arrive à la gare de Lyon. Il fallait que je me rende sur Villebon-Suviette. Et voilà, pour ceux qui connaissent pas aller à Villebon-Suviette, il faut prendre et du métro, et du RER, et des bus. Je ne connaissais rien de tout ça. Voilà. Donc, il a fallu que je me démène. Et j'avais une valise à main. Donc, et à Paris n'est pas comme Aix en province où les gens sont sociables. À Paris, les gens sont un peu froids. Donc, du coup, quand tu interpelles quelqu'un pour demander un renseignement, je ne connais pas, il continue. Donc, il a fallu que j'appelle, et puis pendant des heures, on m'explique pendant des heures, pour que je parvienne à prendre le métro. Mais ce n'était pas facile parce que je prends le métro, j'arrive à l'arrêt où je devais changer, prendre le RER. Je rate le RER que je vais prendre, donc je prends celui qui va dans l'autre sens. Ça, c'était vraiment une belle expérience, une mauvaise expérience, mais une belle expérience parce qu'après, quand je me rappelle cette scène-là, je me dis, bon, c'était nécessaire. Et comment cette expérience a influencé tes projets, soit personnels ou professionnels? Alors, à la base, au Cameroun, j'ai fait des études en comptabilité et gestion. Et je me suis retrouvé dans une expérience qui n'a rien à voir avec mon domaine d'études. Donc, je suis dans le médico-social, en tant qu'animateur social auprès des personnes en situation de handicap. Donc, après avoir passé une année en France à être au service des personnes en situation de handicap mental, je me suis rendu compte qu'en fait, la comptabilité, c'est un domaine qui est assez renfermé. Ça renferme l'humain. C'est-à-dire que ça empêche le contact parce que tu es renfermé derrière un bureau à faire des calculs chaque jour. Et moi, ce n'est pas ce que je veux. Ça, je l'ai compris avec cette expérience-là, ce n'est pas ce que je veux. Et de retour au Cameroun, je me suis lancé dans une espèce de reconversion académique et professionnelle. Voilà. Ok, merci beaucoup Denzel. Et je me tourne à présent vers d'autres alumni qui sont dans le public. La première, c'est Donna. Elle a également séjourné en France comme Denzel. Coucou Donna. Bonjour. On aimerait également savoir, comme Denzel, comment cette expérience a impacté sur tes projets, soit professionnels ou alors personnels. Alors, l'impact que cette expérience a eu professionnellement, en fait, ça dépend, on va dire, de la force de frappe de chacun. Parce que effectivement, on fait beaucoup de rencontres, on rencontre beaucoup de personnes et on se crée un réseau de contact avec des personnes de différents milieux, différents postes. Et moi, personnellement, j'ai eu à rencontrer, par exemple, des directeurs, on va dire, comme ça. OK. J'ai eu la chance de rencontrer des personnes justement qui m'ont ouvert de nouvelles portes, des portes que je n'aurais jamais cru que j'aurais pu avoir accès un jour. Comme par exemple, moi, je suis dans le domaine de l'environnement, de la géologie et des mines. Et moi, je suis allée faire un service civique dans un collège principalement pour promouvoir la culture camerounaise. Mais pendant ce service civique-là, il a fallu aussi que je fasse, la promotion, la sensibilisation sur les enjeux des changements climatiques.
Et donc, j'ai eu à rencontrer justement des personnes qui travaillaient dans ce domaine-là, en même temps que j'ai rencontré des personnes qui travaillaient dans le domaine de la culture, de la photographie, de la promotion culturelle, on va dire ça. Et donc, moi, j'ai eu plusieurs portes ouvertes. Et aujourd'hui, mon service civique est fini. C'est à moi maintenant de jouer mes cartes. On va dire ça comme ça. Et coucou Sandra. Coucou, ça va, merci. Ok, on voudrait aussi savoir comment l'expérience a impacté sur tes projets professionnels ou personnels. Ok. Déjà, je veux noter que j'ai fait des études en sociologie. Et quand je m'inscrivais à l'université, je n'avais vraiment pas encore une idée de ce que je devais faire parce que je ne suis pas très intéressée. Parce que quand tu fais la sociologie, tu es plus amené à faire des métiers ou peut-être dans l'enseignement et tout. Et en fait, le service civique que j'ai fait en France m'a permis d'avoir une idée plus claire de ce que je veux faire. Du coup, moi, je m'occupais de plusieurs personnes, déjà des personnes en situation de handicap. Je m'occupais aussi des migrants. Je m'occupais des personnes âgées, des personnes seules. Et en travaillant dans ces structures-là, j'ai commencé à aimer ce que je faisais. Et une fois que je suis retournée au Cameroun, vu que je suis en train de préparer un master, du coup, le master que je vais préparer, je vais parler de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Du coup, l'idée m'est venue justement de continuer mes études et de travailler sur ce sujet et plus tard m'orienter vers un travail d'assistante sociale. Oh, c'est super, ça vous a beaucoup impacté, c'est cool. Ok, merci les filles, merci beaucoup. Et on va revenir chez Denzel. On a une dernière question pour toi. Comment est-ce que tu penses que l'entrepreneuriat peut être rendu plus accessible aux jeunes, indépendamment de leur milieu social, localisation géographique ou encore genre? Alors, cette question, elle est très intéressante parce que, au vu de ce que moi j'ai, au vu de l'expérience que moi j'ai eue, je pense que tous les acteurs de la société civile doivent être engagés dans cette logique-là. C'est-à-dire que les entreprises, de manière individuelle, puissent se dire que nous allons déjà rendre accessible certains travail à toutes les personnes, que ce soit les personnes en situation de handicap ou pas, et adapter certains services. C'est vrai que ça va demander de coûts, mais je pense que si l'État du Cameroun également s'y met, ça se fera. Parce qu'une chose qui m'a beaucoup marqué quand j'étais en France, c'est vraiment cette inclusion sociale des personnes en situation de handicap mental, où il y avait des restaurants solidaires qui avaient été ouverts, des entreprises effectivement qui accueillaient des personnes en situation de handicap, adaptaient des services pour ces personnes-là et recevaient des financements de la part du gouvernement pour rendre le service vraiment facile à entretenir par ces personnes-là. Et aussi de créer des plateformes vraiment qui favorisent l'entrepreneuriat et encouragent l'esprit créatif sur les jeunes parce que faut pas qu'on se le mente, les Camerounais sont très créatifs, très doués et ils ont besoin d'accompagnement. Donc si on peut bénéficier de ces accompagnements-là de la part déjà de l'État et de certains acteurs de la société civile, vraiment ça pourra se faire. Ok, merci beaucoup Denzel. Et comme je le disais, c'est cette question qui va carburer la suite et la fin de notre émission dans le débat, dans le cadre du débat. Donc, what's up, Laurent? Yo, Naomi. J'espère que vous êtes tous prêts pour le débat parce qu'il faut le préciser, même ceux qui sont dans le public pourront aussi donner leur avis sur la question. Et la question est de savoir comment rendre l'entrepreneuriat accessible à tous les jeunes, peu importe leur milieu social, leur genre, peu importe si ce soit des femmes ou des hommes, ou encore leur localisation géographique. La Joss Radio. Kémon Joss. La Joss Radio. Chap chap. Jusqu'à la gare. Allons-y. Chap chap. C'est pour aujourd'hui. Jusqu'à la gare. Allons-y. Chap chap. Et c'est pour demain. Jusqu'à la gare, man. Tu grappes ou tu chibas? Tu grappes ou tu chibas. La Joss Radio. C'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous. La Joss Radio. La voix des jeunes du Boa. Vous écoutez quoi? La Joss Radio. Vous écoutez quoi? La Joss Radio. C'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous. Alors, je vais dire déjà merci à Denzel pour son avis sur cette question. Et vous le savez certainement, il est remarquable qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat est devenu un véritable levier de développement pour tous les jeunes, mais avec de nombreux défis et difficultés qu'on sait tous
auxquels les jeunes sont confrontés, parfois des finances, des problèmes familiaux, notamment des parents qui idéalisent le fait que les instituts publics sont la priorité. Beaucoup de jeunes sont souvent contraints à ne pas se lancer. Alors, avec vous, on se pose la question, comment faire pour que l'entrepreneuriat devienne une véritable opportunité ouverte à tous les jeunes? Quelles sont les solutions concrètes que nous pouvons faciliter et mettre en place pour que l'entrepreneuriat soit d'accès à tout le monde? Ce sont quelques des questions que nous allons aborder tout à l'heure dans notre débat. Vous savez, l'entrepreneuriat, on en parle beaucoup, mais est-ce qu'on se pose réellement les bonnes questions? Et des questions, j'en aurais pour vous. Et Célestin, je vais commencer par toi. À savoir, quelles sont les opportunités autour des jeunes qui ne réussissent pas toujours à saisir ou à voir? Alors, les opportunités autour des jeunes sont très nombreuses. Elles sont tellement nombreuses qu'on n'arrive pas toujours à les voir parce que on a des standards quand on est jeune, quand on fait des études, on a envie de travailler pour TF1, on a envie de travailler pour beaucoup d'autres trucs. Et c'est peut-être un peu dommage parce qu'on ne voit pas ces choses qui sont à portée de main à nos côtés. Donc j'ai pu collecter quelques petits trucs que j'avais envie de proposer avec vous. Il y a d'abord le secteur des beignets sucre qu'on voit régulièrement dans nos marchés. Mon grand frère et moi, quand on était petits, on avait initié cette activité-là et c'était pas si mal parce qu'on a commencé tout doucement avec des petites cotisations de 200, de 1000 francs. Après, c'est un tout petit peu monté. Et à un certain moment, quand on a commencé à faire ces beignets-là, on s'est rendu compte que on avait dorénavant des employés qui venaient prendre nos beignets pour vendre et ça faisait du chiffre. On a grimpé au fur et à mesure, c'est devenu une toute petite entreprise, ce qui nous a permis de nous inscrire à l'école, de financer les études de nos petites sœurs, de nos petits frères. Et finalement, ça aide. C'est une activité qu'on a arrêtée aujourd'hui, peut-être parce qu'on est à l'université, on n'a pas suffisamment de temps pour gérer avec les études de journalisme. Mais c'est une activité hyper importante qui, quand elle est lancée, elle peut aider et elle peut être utilisée. Il y a d'autres exemples. On a dans nos maisons et dans nos quartiers des potagers qu'on se crée nous-mêmes qui peuvent être intéressants dans la mesure où on commence à cultiver des choses qui sont très faciles à cultiver comme le piment ou alors le gingembre. Et après, quand on a réussi à faire tout ça, on revend à nos voisins. Finalement, ce sont des produits tout simples qui sont bio et qui sont à portée de main. On n'a pas besoin, quand on est le voisin de celui qui fait cette culture-là, d'aller acheter des produits qui seraient commencés à être périmés sur les marchés, sur les étals. Mais on a l'opportunité d'avoir ces produits frais, à proximité. Ils sont de bonne qualité et ça participe à la fois à notre économie, ça participe aussi et surtout à notre écologie. Donc c'est super important. Merci Célestin. Commencer à petit budget et avec ce qui est autour de nous. Et Naomi, j'aimerais bien également savoir quelles sont ces opportunités que toi tu as identifiées auxquelles les jeunes sont forcément exposés mais qui ne saisissent pas toujours pour entreprendre. Bon, déjà, il est important de noter que là où il y a un besoin, il y a forcément une opportunité à rentabiliser. Et des besoins, il y en a énormément autour de nous. Et par exemple, un besoin que j'ai identifié, c'est la gestion des déchets. D'ailleurs, le site Coassi en avait parlé dans un article. Ils nous font savoir que seulement 45% des déchets sont correctement collectés ici à Yaoundé. Maintenant, certains verraient ça comme un problème, mais moi, au contraire, je vois plutôt une activité à rentabiliser. Je vais m'expliquer. Si on prend le cas d'une jeune entrepreneur qui décide de collecter les déchets dans les maisons, par la suite de les trier, ensuite de transformer ces déchets-là en sacs poubelles plastiques et ensuite de les revendre, on se rend compte qu'il y a un circuit économique important qui va grandir. Et là, on part, comme Célestin l'a dit tout à l'heure, d'une activité qui peut sembler négligeable pour réussir dans la vie. Alors, Naomi, tu nous parles et tu nous donnes des idées écologiques. On en reviendra certainement. Mais tout de suite, j'aimerais poser la question à Martial, celle qui est de savoir, pour ces jeunes qui sont dans les zones rurales, qui sont forcément éloignés des grandes villes, quelles sont les opportunités qui s'offrent à eux? Merci Laurent déjà de m'avoir passé la parole et tu soulèves un vrai sujet. De plus en plus, nous observons les jeunes qui sont en milieu rural, qui veulent quitter des milieux ruraux pour venir en ville pour chercher du travail, comme ils veulent travailler dans les bureaux. Pourtant, ce n'est pas forcément ça.
Je vous dis que les jeunes à Muraal ont de l'or sur leurs pieds. Pourquoi je dis qu'ils ont de l'or sur leurs pieds? L'agriculture est un domaine qui a vraiment des revenus dans le monde entier, pour le voir par les chiffres. Je me dis aussi que si un jeune, par exemple, décide de se lancer dans l'agriculture, par exemple, il peut former une coopérative dans laquelle ils peuvent, je ne sais pas, travailler dans des hectares, par exemple, produire des bananes plantains qui peuvent vendre dans les différents quartiers. Pourquoi ne pas exporter dans d'autres pays? Ok, Martial qui nous parle de l'agriculture. Et puis, avant de passer la parole à quelqu'un dans la foule, j'aimerais bien savoir ce que toi, Steven, qu'est-ce que tu en penses? As-tu identifié des opportunités auxquelles des jeunes sont exposés mais qui n'arrivent pas à saisir? Alors, merci pour la parole. Déjà, les priorités de certains jeunes de nos jours sont notamment les réseaux sociaux, les informations sur le foot, la mode, les trends sur TikTok et j'en passe. Le saviez-vous quand 1,9% sont sur les réseaux sociaux, 86,1% utilisent les réseaux sociaux, dont la tranche d'âge de 18 à 34 ans est la plus active, représentant plus de 50% des utilisateurs sur les plateformes comme TikTok, Instagram, Facebook. Avec ceci, nous remarquons que les jeunes sont massivement présents sur les réseaux sociaux, surtout via mobile, ce qui les empêche de voir ces opportunités. Et justement, comment rendre ces réseaux sociaux opportunités pour les jeunes? Ils pourraient changer d'idée et prendre ces mêmes réseaux pour avoir du business derrière en regardant des tutoriels sur ce qu'ils veulent exactement faire. Ok, et tout de suite, je vais donner la parole à qui veut l'apprendre dans le public. Quelqu'un qui a des opportunités qu'il envoie dans son quartier, dans son village, mais que les jeunes n'arrivent pas toujours à saisir, auxquels les jeunes ne veulent pas se lancer. Ok, bonjour à tous. Mon surnom, c'est Bello. J'aimerais d'abord dire que entreprendre, c'est prendre la résolution de faire quelque chose. Et signaler aussi qu'il y a des personnes qui ne veulent rien faire. Et je voudrais aussi dire l'État ne pourra pas employer tout le monde. Et tout comme tout le monde ne pourra pas avoir une entreprise. Il y aura des personnes qui vont travailler pour des autres. Donc, le fait de dire forcément qu'il faut entreprendre, c'est dire, je pense qu'il faudrait encourager des personnes à travailler ensemble. Tout à l'heure, la question, c'était de savoir, la question était, est-ce que vous êtes prêt à travailler avec des personnes ou travailler seul? Voilà. Et il y a aussi le fait, on peut aussi dire, c'est pas tout le monde qui veut travailler des gens, surtout des personnes ont dit ça, notamment des artisans, surtout le cordonnier qui marche dans la rue, le cordonnier ambulant. Entreprendre, c'est prendre tout simplement la décision de faire quelque chose. C'est pas toujours créer une entreprise ou bien vouloir avoir une major, une grande entreprise, mais c'est tout simplement prendre la décision de faire quelque chose. Merci. Merci pour votre avis. Et une autre personne, s'il vous plaît. Ok. Alors, avant de passer la parole, Yannick, s'il te plaît, il y a Naomi qui me dit qu'elle a des idées contraires à ce que notre cher ami vient d'exprimer. Alors, Naomi, dis-nous. Ok, déjà, j'entends ce que tu dis, tu vois, mais je ne suis pas complètement d'accord dans le sens où tu dis entreprendre, c'est prendre la décision de faire quelque chose. Et après, tu te contredis en disant que tout le monde ne peut pas entreprendre. Mais c'est faux, parce que tout le monde peut prendre la décision de faire quelque chose. Et comme j'ai parlé tout à l'heure, j'ai dit que quand on parle d'entrepreneuriat, il faut voir les besoins qu'il y a autour de nous et les transformer en opportunités. Des besoins, il y en a énormément. Et je pense que même en travaillant dans le domaine du salarial, on peut aussi décider d'entreprendre parce qu'on peut apporter une solution à un besoin qu'il y a autour de nous. C'est tout. En 20 secondes, s'il vous plaît. 20 secondes. OK. Je suis complètement d'accord avec toi, mais j'ai fait cette précision. Entreprendre, ce n'est pas forcément créer une entreprise. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Yannick Ondoa. Et je vais parler avec un peu d'émotion. Pourquoi? D'abord déjà en disant merci à Romulus pour ce thème, l'entrepreneuriat. Moi, jamais j'avais compris, c'est-à-dire j'ai beaucoup compris, je veux dire assimilé beaucoup de choses aujourd'hui. Je suis un leader. Et certainement, c'est-à-dire mon équipe et moi, on faisait dans l'entrepreneuriat sans savoir qu'on faisait dans l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je comprends que l'entrepreneuriat est une réponse aux questions d'employabilité des jeunes.
moi, je gère des jeunes un peu difficiles. Des jeunes qui ne vont pas à l'école. Ces jeunes que vous voyez partout, là, les jeunes de la rue. Vulgairement, on les appelle Nangaboko. Et moi-même, j'ai fait 9 ans dans la rue. Comment un enfant de la rue, qui n'a pas d'instruction, qui dort dans la rue, qui est arrivé, je veux dire, dès son bas âge dans la rue, il a fait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans, il se retrouve là, jeune adulte, peut faire pour sortir de ce milieu? Aujourd'hui, je comprends que ce n'est que par l'entrepreneuriat. C'est à cause de ça que je dis, l'entrepreneuriat me parle. Je comprends aujourd'hui le sens de l'entrepreneuriat. Et ce débat me donne des armes pour parler aux jeunes de la rue. Ce débat me donne des armes pour dire aux jeunes de la rue, ne vous négligez pas. Parce qu'à Kennedy, on trouve des gens qui ont la licence. Derrière un comptoir, on trouve des gens qui ont des diplômes professionnels, je ne sais pas, derrière, je ne sais pas, un pouce ou une brouette. Et s'il faille que je dise quelque chose pour l'entrepreneuriat, je dirais, ça répond à la conjoncture actuelle en termes de recherche d'emploi pour les jeunes. Il faut juste identifier le secteur d'activité. Moi, particulièrement, je vais parler des jeunes que j'encadre. Je vous assure, les jeunes de la rue ont le talent. Si vous arrivez dans les sites des enfants de la rue, vous allez trouver des dessins. Ils ont créé, eux-mêmes fabriqué leur bunker. D'abord déjà, un enfant de la rue qui n'a pas fréquenté, comment il a fait pour fabriquer son bunker? Vous allez trouver des dessins dans leur site. Vous allez trouver des jeunes en train de natter. Ça, il le fait à cause du milieu dans lequel il évolue. Il n'a aucune formation. Il y a ceux qui étaient en prison, ils sont sortis de la prison, ils ont appris ce métier. Quand ils sont arrivés dans la rue, ils ont commencé à faire ça dans la rue. Et c'est comme ça qu'ils évoluent. Parce qu'ils ne veulent pas se verser dans soit le banditisme, ils ne veulent pas se verser dans l'agression, ils n'ont rien à faire. Mais le long de la journée, ils préfèrent faire quelque chose, soit dessiner, je ne sais pas, faire une folie, ça peut être le rap, ça peut être la danse, ça peut être... Et je me dis aujourd'hui que, à travers peut-être cette plateforme, si je veux dire, ces jeunes sont davantage sensibilisés, qui ne sont pas les derniers de la société, qu'à travers leurs talents, les talents qui sont innés en eux, parce qu'ils n'ont pas appris ça à l'école, ils peuvent devenir des hommes, comme Ibrahim, qui a une passion pour la cuisine. Je me dis que ces jeunes peuvent avoir, je veux dire, des opportunités. Je finis par là. Au niveau des jeunes de la rue, puisqu'ils n'ont pas la possibilité d'être dans les réseaux sociaux, ce n'est qu'à travers la sensibilisation. Ils n'ont pas la possibilité d'écouter les radios puisqu'ils sont dans la rue. Donc, moi, en quittant d'ici, j'ai déjà une idée de l'entrepreneuriat. Et cette idée que j'ai de l'entrepreneuriat va me donner de pouvoir parler à ces jeunes dans leurs différents domaines. Merci. Merci Yannick. Ça s'applaudit s'il vous plaît. Alors je vais passer la parole à une dernière personne. Avant de continuer notre débat, ne vous inquiétez pas, vous aurez la chance de donner vos arguments s'il vous plaît. Ok, bonjour, moi c'est Lucas. Je voulais juste ajouter un petit truc à ce que notre ami ici a dit, qui était vraiment très intéressant. En fait, vous avez dit entreprendre, je pense que c'est mon ami ici qui a dit ça, entreprendre c'est en fait avoir la volonté de faire quelque chose. Mais parfois, avoir la volonté ne suffit pas. On peut voir même les opportunités autour de nous, mais on ne comprend pas, ou bien on ne se rend pas compte qu'on peut faire quelque chose avec. Et je pense que comme il disait tout à l'heure, on a souvent besoin de sensibilisation. On a besoin que certains groupuscules, certains groupes, certaines communautés, certaines entreprises même, ou bien l'État organisent des formations, des sessions de sensibilisation pour apprendre à ces jeunes-là qui sont, comme on le disait tout à l'heure, matrixés par les réseaux et tous les trains et consorts, qui peuvent faire quelque chose et leur montrer ce qu'ils peuvent faire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Ok, merci Mika. Et pour continuer notre débat... On n'applaudit pas, on applaudit pas. Applaudissez pour Mika, s'il vous plaît. D'accord, une dernière personne, s'il vous plaît. Alors, bonjour à tous. Je ne sais pas si je peux rester assise ou je me lève. Ça va? Ok, super. Alors, déjà, merci à la JOS Radio. Merci pour cette tribune exceptionnelle qui nous donne l'opportunité en tant que jeunes de
de nous réunir et de discuter sur des sujets d'actualité et de nous inspirer mutuellement. Merci de manière particulière également à Romulus pour son invitation ici. Merci. Par rapport à la thématique qui nous est proposée, comment rendre l'entrepreneuriat plus accessible à tous les jeunes, indépendamment de leur milieu social, genre et de leur localisation géographique. Déjà, je suis Kafka. Je suis une professionnelle de communication et j'œuvre dans le domaine de l'éducation, de la culture et de l'environnement. Lorsque je me permets de me présenter avant de répondre à cette préoccupation-là, c'est déjà d'y répondre. Qu'est-ce que vous faites? Dans quel secteur êtes-vous? Et quel est l'impact que vous avez? Donc, pour la thématique qui nous est proposée concernant l'entrepreneuriat, la première chose avant de la rendre accessible en termes d'activité ou de domaine, c'est d'abord d'expliquer à la jeunesse ce que c'est. Qu'est-ce que l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, plus loin que ce que mon collègue a dit tout à l'heure, de faire une activité, c'est d'abord de répondre à un problème et ensuite de réfléchir dans la forme et la manière pour être le plus différent et le plus concurrentiel possible pour pouvoir se faire une place dans la société. Car en réalité, on pourra prendre un exemple banal de multiples radios, comme la Just Radio, comme d'autres radios ailleurs, qui ont des thématiques certes différentes, mais la manière de les présenter sont particulières et qui font d'eux donc des personnes dans la société. Donc il faudrait expliquer ce que c'est que l'entrepreneuriat dans le sens de la résolution d'un problème, dans le sens de nombreux domaines à travers lesquels les jeunes peuvent saisir la société et se dire que je peux faire quelque chose dans tel domaine parce que je suis passionné, parce que j'ai une formation, parce que j'ai un intérêt à répondre à une cause ou à défendre une cause sociale. C'est très important. Parce que ce que l'on peint dans l'entrepreneuriat, c'est juste de faire des choses, mais non, il faut avoir de la crédibilité, de la légitimité et même plus loin, une certaine créativité autour pour se rendre compte de pouvoir impacter positivement la société. Ça peut être donc la coiffure, ça peut être la couture, ça peut être le domaine social, ça peut être la communication comme vous le faites aujourd'hui, ça peut même être l'environnement et bien d'autres. Donc, si on explique déjà ça à la jeunesse, ça pourra permettre de comprendre et d'orienter les secteurs d'activité en fonction de ce qui nous réunit aujourd'hui. On a tellement de problèmes, mais qui résout quoi? Et qui sont ceux qui résolvent telle ou telle préoccupation? C'est très important. La deuxième des choses, allant donc dans le sens de la même thématique, c'est de pouvoir faire une cartographie dans des acteurs selon les domaines. On veut savoir qui sont les entrepreneurs dans tel domaine, que ce soit dans l'environnement. La politique même, c'est de l'entrepreneuriat social. Qui sont dans la politique? Qui sont ces jeunes-là? Qui sont dans la communication et qui se différencient dans la communication? Parce que c'est bien beau d'exister, mais c'est aussi bien beau de pouvoir avoir un impact positif. Et après cette cartographie-là, de pouvoir orienter les opportunités en fonction des personnes qu'on a repérées dans les secteurs. Je me permets de présenter ça en deuxième position parce qu'on rencontre également un gros problème dans l'entrepreneuriat et ça a été évoqué de manière précise par l'un de mes collègues également, de ces opportunités-là qui sont souvent consacrées à certaines personnes qui ont l'information. Donc, on retrouve des personnes qui sont dans un domaine précis, mais qui, parce qu'ils ont l'accès à l'information, se retrouvent à tout faire les opportunités dans certains domaines. Et donc, ça bafoue donc le côté entrepreneuriat. Et pour terminer, je dirais que l'une des raisons pour lesquelles on pourrait vulgariser l'entrepreneuriat pour avoir un impact positif, c'est de se faire accompagner, qu'il y ait de réelles politiques, pas seulement prises par l'État, mais aussi une volonté aussi de la population de pouvoir émettre et se rassembler autour de ces différentes thématiques. Donc j'ai hâte des prochaines questions, mais c'est ce que je pourrais déjà dire à ce sujet rendu à ce niveau. Je vous remercie. Et avant de continuer et notamment donner la parole à une autre personne dans le public, j'aimerais bien savoir, comme elle a évoqué tout à l'heure, d'accompagner les jeunes. Ça me pose la question, genre je viens vers la question, comment savoir des choses pour pouvoir entreprendre? Est-ce qu'il faut que je me forme? Quelles sont les étapes à passer par lesquelles je dois passer pour pouvoir entreprendre? Naomi, est-ce que tu peux nous donner quelques points sur cela? Tu as parlé notamment de passer des ordures au sac de déchets plastiques. Comment est-ce qu'on se lance dans ce genre de business? Ok, merci de m'avoir passé la parole une fois de plus. Bon, petite précision, il faut comprendre aussi que entreprendre, ce n'est pas juste avoir une idée, c'est quelque chose de plus complexe. Et
pour le cas particulier de la création des sacs poubelles plastiques, il y a différentes étapes. Premièrement, l'entrepreneur ira collecter les sacs poubelles dans les différents foyers. Et ce sera même un moyen pour elle ou pour lui de gagner de l'argent si elle le fait quotidiennement. Ensuite, il faudra faire le tri parce qu'il faut retirer les matières plastiques qui seront utilisées par la suite. Ensuite, il faut laver ces matières plastiques, puis il faut les faire fondre ou bien les chauffer. On peut utiliser un fer à repasser parce que j'estime que si on se lance dans une activité comme celle-là, on n'a pas forcément les fonds. Donc avec un fer à repasser, on va coller tous les morceaux plastiques et ensuite on va laisser sécher. Une fois qu'on obtient le grand bloc de plastique, on peut le découper et ensuite les coudre. Et ça permet de fabriquer les sacs plastiques qui sont un peu comme ceux en polyéthylène qu'on vend dans les grands supermarchés et tout. Et on se dit, Naomi, que pour faire ça, il va falloir vraiment une préparation préalable, une formation. On ne peut pas se lancer dans ce genre de domaine juste comme ça. Oui, exactement. Et pour faire ça, on peut tout simplement aller sur YouTube. Il y a des tutos concernant ça. Precious Plastic poste des vidéos où ils apprennent aux gens comment recycler, comment travailler le plastique pour créer de nouveaux objets. Ok, merci. Et dans le public, j'aimerais bien savoir comment rendre ces opportunités qu'on a tous citées, comment les transformer en marché, en véritable marché, pour se dire, oui, si je suis dans une zone rurale, j'ai les terres, comment rendre l'agriculture rentable? Qu'est-ce que je dois faire? La parole à qui veut la prendre, s'il vous plaît. Merci pour la parole donnée. Je ne vais pas revenir sur tout ce que les uns et les autres ont dit. Mais moi, je pense en tant que jeune et qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, il y a 3 choses qu'il faut observer. D'abord, la lucidité et la curiosité autour de soi. Généralement, il y a beaucoup de choses qui se passent autour de nous, mais on n'est pas suffisamment curieux ou bien lucide pour voir en cela une opportunité entrepreneuriale. Deuxième chose que je voulais également, la rupture mentale. Beaucoup de jeunes se disent que, par rapport au contexte social, qu'ils ne peuvent pas faire certaines choses. Pourtant, il faut se débarrasser de cette mentalité-là, de se dire que je suis jeune, il y a certaines choses que je ne peux pas faire. C'est très important parce que si, déjà en tant que jeune, on se met des barrières, il serait difficile d'avoir des idées d'entrepreneuriat. Et lorsqu'on a eu cette rupture-là, on peut facilement entreprendre. La question de la finance doit être reléguée un peu quelque part en second lieu. Parce que généralement, on est un peu buté parce qu'on voit directement les questions de finances. Il faut d'abord identifier quelque chose, faire et asseoir un réseau. Et à partir de ce réseau, les finances peuvent arriver. Je vais prendre un cas concret que moi je vis au quotidien, de là où je réside. Il y a par exemple une jeune fille qui s'est coiffée. Lorsqu'elle fait, les gens apprécient. Et comme l'école vient à peine de reprendre, il y a des mamans qui, le week-end, ont des soucis, par exemple, pour tresser les enfants. Du coup, tous les week-ends, elle est occupée à faire des tresses pour soit les enfants de la maternelle, du primaire, voire même du collège. Elle fait ça moyennant quelque chose, ça peut être 500 francs, ça peut être 1000 francs. Pour un début, c'est d'avoir quelque chose d'important. Et le fait qu'elle a un réseau de parents qui travaillent avec elle, si elle a davantage les moyens, elle pourra passer de cet entrepreneur, entre guillemets, artisanal à quelque chose de plus grand et ça pourra aboutir finalement à quelque chose davantage plus grand. Donc il ne faut pas créer des barrières lorsqu'on veut. Et je me rappelle quand j'étais en formation, l'un de nos enfants disait tout, même si vous formez pour ce que vous n'aimez pas, à côté aussi, formez sur ce qui vous passionne. Parce que peut-être, sait-on jamais, ce qu'on a appris à l'école peut ne pas être cette chose-là qui va nous donner à manger demain. Peut-être c'est la passion là sur laquelle on se formait qui peut être quelque chose de bénéfique pour nous. Donc il ne faut pas s'entourer de barrières lorsqu'on est jeune et qu'on veut entreprendre. Ne pas mettre l'argent d'abord en avant. C'est d'abord entreprendre pour permettre de résoudre un besoin ponctuel en termes de subsistance. Je suppose que cette jeune fille dont je fais allusion, le fait qu'elle a 10 à 15 tresses de week-end, ça peut lui permettre aussi à elle-même de résoudre ces questions d'aller à l'école en semaine. C'est déjà quelque chose d'intéressant. C'est ça aussi entreprendre. Maintenant, grandir va nécessiter un ensemble de choses qui vont accompagner cela. Merci. Merci. Alors, l'entrepreneuriat, on pourra en parler toute la journée, mais on aura toujours des idées à développer. Et je pense certainement que la JOS Radio reviendra sur un autre débat sur l'entrepreneuriat. Merci à tout le monde qui a participé et à très bientôt pour un autre débat sur la JOS Radio. La JOS Radio. Jusqu'à la gare. Allons-y, chap chap.
Jusqu'à la gare, allons-y, chap chap. La Joss Radio, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous. La Joss Radio, la voix des jeunes du Boa. Nous sommes arrivés à la gare et nous remercions toute l'équipe qui a participé ce matin à cette émission. Voilà, je remercie la belle équipe de la Joss Radio, Martial, Célestin et Stéphine. Je remercie également le rédacteur en chef, Laurent. S'il vous plaît. Merci. À la post-production, elle a été assurée par notre partenaire Longueur d'onde, qu'on peut également applaudir s'il vous plaît. Nous remercions également l'équipe de l'IFC, qui nous a soutenus du côté technique. On va remercier à la coordination Romulus dans Salle du Val. Derrière ce micro et pour les scripts, moi-même, dont je me remercie aussi. Et enfin, je vous remercie aussi vous tous parce que vous avez participé et c'était très beau. La Joss Radio. Qu'est mon Joss? La Joss Radio. Chap chap. Jusqu'à la gare, allons-y, chap chap. C'est pour aujourd'hui. Jusqu'à la gare, allons-y, chap chap. Et c'est pour demain. Jusqu'à la gare, man, tu grappes ou tu chibas? Tu grappes ou tu chibas? La Joss Radio, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous. La Joss Radio, la voix des jeunes du Boa. Vous écoutez quoi? La Joss Radio. Vous écoutez quoi? La Joss Radio. C'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous.